Bienvenue sur le podcast Le Refuge des parents. Je suis Lamia Scali et mère de 2 enfants. Nous le savons déjà, être parent c'est beau, incroyablement beau. Et c'est aussi compliqué. Mais nous n'avons pas à le vivre tout seul. À travers cette plateforme, je souhaite vous apporter des outils et astuces basés sur des recherches approfondies et ma propre expérience, à nous éduquer sur ce parcours de la parentalité où nous avons le privilège de faire partie. Cet espace est pour vous, donc j'espère sincèrement que ça vous plaira. Merci d'être là. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Le Refuge des parents. Aujourd'hui, c'est notre 20e épisode et c'est aussi notre dernier épisode avant de prendre une petite pause avant les vacances d'été. Et oui, on y est déjà. L'école est finie, on en a pour quelques semaines avec les enfants. Mais j'ai hâte de passer du temps avec eux au soleil, de pouvoir être dehors un maximum et de profiter d'eux. Surtout que ces dernières semaines ont été vraiment difficiles. Beaucoup de maladies, ils sont accrochés à moi toute la journée. Et ouais, ces maladies qui n'en finissent jamais. Donc j'espère qu'on puisse tous profiter de l'été sans trop être malade, quoi. Bon, alors passons à ce dont on va parler aujourd'hui et on va parler du sommeil. Parce que je manque de sommeil. C'est sûrement pour ça que j'ai décidé de terminer cette partie avec cet épisode. Et bon, les discussions aussi sur le sommeil, c'est toujours les plus controversées. Il y a tellement de tensions et d'angoisse autour du sommeil, alors que c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et donc, pour commencer, je pense que ça aide vraiment les parents de réaliser que le sommeil, c'est quelque chose dont on va prendre soin tout au long du développement de nos enfants, en se concentrant sur cet élément relationnel. Parce que dans le développement des enfants, il y a tellement qui affecte le sommeil. Le développement moteur global, le développement verbal, le bébé qui parle non-stop, quoi. Tout ça, ça interrompt le sommeil, mais la vie elle-même aussi interrompt le sommeil. Et donc, de revenir au système nerveux, de revenir au repos, au système de digestion et à la relaxation. Donc, travailler sur sa propre autorégulation. La parentalité ne consiste pas forcément à savoir comment est-ce que je peux aider mon enfant à mieux dormir. Je pense qu'il s'agit de savoir comment est-ce que je peux travailler sur mes perceptions et faire davantage confiance à cette expérience. Faire confiance. Je cite à nouveau Janet Lansbury, là où les parents s'identifient vraiment. Donc d'être ce point d'ancrage émotionnel pour nos enfants. Et pour être un point d'ancrage émotionnel pour tout être humain, il faut être assez régulé soi-même. Et puis cet élan confiant dont elle parle, j'aime ça. C'est guider nos enfants et mener à partir d'un sentiment de calme, de détente et de jeu aussi. Je me souviens qu'avec ma fille, mon aînée, j'avais l'impression que j'arriverais pas à survivre un jour de plus. J'allais pas survivre aujourd'hui si je dors pas mieux ce soir, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ces sentiments, quoi? Comment peut-on se calmer? Comment trouver une place différente en nous-mêmes pour aborder le sommeil? Et c'est l'un des éléments de compassion. Et si les parents peuvent réaliser que c'est temporaire, que c'est pas définitif. Ce que Magda Gerber a dit, que on peut changer tout ce qu'on fait avec nos enfants à tout moment. Et donc d'en être conscient. Et puis après, on regarde notre enfant et on partage avec lui la vérité, qu'il connaît probablement déjà, à savoir, j'en peux plus, je vais te montrer comment. Je vais te montrer une nouvelle façon. Alors pendant cette phase de nouveau-né, on allaite et on donne des biberons pendant la nuit, beaucoup. C'est juste quelque chose qu'on doit surmonter. Et on dispose d'étonnantes substances chimiques cérébrales qui nous aident à y parvenir. On découvre cet amour pour notre bébé, l'oxytocine, ça nous permet de pas dormir, mais ça commence à diminuer au bout de 5-6 mois et c'est le véritable point où on peut apporter quelques changements pour obtenir un sommeil plus régulé. La phase nouveau-né, c'est donc réellement un état symbiotique. Le bébé, il sait pas quand la journée commence ou finit et il n'est pas censé le savoir. Il se développe encore beaucoup et son cerveau s'organise. Donc pour cette période, soyez proches, faites ce que vous devez faire et pour les mamans et les papas, faites ce qui vous convient et ce qui est le plus confortable pour vous. C'est à ce moment-là qu'il faut faire confiance à son intuition. Et on donne naissance à ces petites personnes et ils sont tous différents. Et un d'entre eux peut avoir des reflux, pleurer beaucoup et être hyper difficile à apaiser.
Et ces bébés ont besoin de plus de contact corporel, leur système nerveux a besoin de plus de calme, de détente et d'ancrage, donc faut traverser cette phase. Et puis ensuite, il y a un réveil cérébral qui se produit vers le 5e et le 6e mois, et ça peut arriver même plus tôt, vers 4 ou 5, 6 mois. Ce moment où il vous regarde, c'est juste inoubliable pour les parents. Ce moment où il vous regarde, il sourit et vous comprenez l'un l'autre, c'est relationnel. Quand cette relation arrive, il y a d'autres choses qui se produisent, comme certains bébés, ils commencent déjà à goûter aux aliments solides. À ce moment-là, on peut commencer à organiser la nuit différemment. Et c'est aussi pourquoi j'aime la philosophie et l'approche Rye, les routines fiables et prévisibles qui disent au bébé, on est là, c'est ce qui se passe. Une routine pendant la journée construite autour des besoins fondamentaux, autour de l'alimentation et le sommeil. Ils mangent encore la nuit. La plupart des enfants de 6 mois ont peut-être une ou deux tétées ou biberons, mais on commence à arriver à un point où on peut faire une alimentation focale qui répond aux besoins authentiques de la faim du bébé pendant la nuit. Et à partir de là, beaucoup de choses peuvent arriver pour combler les cycles de sommeil. Nos sentiments ont évidemment un effet énorme sur nos bébés. Donc, vous savez, on dicte le ton de l'expérience. C'est pourquoi ce qu'on ressent, c'est très important. Combien de batailles et de défis est-ce que je vais laisser à mon enfant vivre pour qu'il soit résilient, capable, compétent et pas aussi fragile? Parce que le développement est un état non fragile. On y passe par là tous et on est programmé pour avoir des difficultés et c'est important au développement. Je pense à cette bataille qu'ils ont tous pour rouler du dos au ventre et puis de nouveau jusqu'au dos. Alors dans quelle mesure on va leur laisser du temps pour qu'ils deviennent des êtres résilients, forts, capables et compétents, et combien de soutien, d'aide et de réconfort et parfois de réparation en quelque sorte. De temps en temps, on doit arranger les choses pour nos enfants pour qu'ils sachent qu'on les soutient, qu'ils sachent qu'on est là avec eux, qu'on les soutient. Donc ça, c'est une ligne personnelle pour chaque parent. Et puis c'est différent pour chaque enfant aussi, ça dépend de l'enfant. Et donc souvent, un des outils, c'est beaucoup de construire des rituels, d'aménager l'environnement physique et émotionnel. Et le rituel s'adresse à l'environnement physique et à l'environnement émotionnel. Et donc après avoir suivi un rituel très connecté, affectueux et intime, et avoir placé votre enfant dans la chambre, dans l'espace où il dort, c'est là que la bataille commence. Le mécanisme d'auto-apaisement du bébé commence entre 4 et 6 mois. Et il existe un mécanisme dans le cortex cingulaire et c'est un mécanisme d'auto-apaisement. Et donc de comprendre et de discerner que tous les cris ne sont pas une dérégulation et un état de souffrance dans lequel certains pleurent ou luttent. Et généralement, les parents, une fois qu'ils ont compris ça, ils se disent « Ah ok, un peu de galère, un peu de lutte, je peux gérer la galère ». Et on est toujours présent dans cette bataille d'autorégulation, mais on est présent dans une empathie solidaire. Je suis toujours là pour toi. On ne dit pas je te laisse galère tout seul. Comme avec le bébé qui se retourne, on ne dit pas vu que tu galères, tout de suite je vais te prendre et je vais te retourner et t'aider. Ou bien carrément de l'autre côté, je m'en fiche et je te regarde même pas. Et je pense que avec le sommeil, c'est un peu ce qui inquiète les parents. Et c'est un défi pour nous, les parents. Ce que je veux dire en tant que parent, surtout si quand on est parent pour la première fois, on a tellement l'impression d'être noyé des fois et on veut avoir des règles claires à suivre. Mais l'approche de Magda Gerber, c'est la nuance. Il s'agit de ce milieu et d'être ouvert à ce que c'est réellement la vie, les relations et tout. Et on n'a pas toujours la réponse. Donc cette ouverture d'esprit courageuse qu'il faut en tant que parent pour pouvoir vraiment voir notre enfant et être avec lui dans tous ses différents états, en le soutenant et en étant ouvert à vouloir comprendre davantage et à vouloir aller jusqu'au bout. Et ça peut arriver bien sûr que on n'en peut plus et qu'on mette son enfant dans la voiture au milieu de la nuit ou je ne sais quoi et c'est pas grave. Parfois on doit le faire
Mais c'est le moment où on regarde cet autre être humain et on regarde notre bébé dans les yeux, c'est face à face. Et en réalité, la question est dis-moi plus, dis-moi en plus, qu'est-ce qui se passe? Tous les pleurs ne sont pas des cris de souffrance et il faut arriver à faire les distinctions. Je me souviens du moment où ma perspective a changé. J'ai vu ma fille passer d'un moment de détresse au calme de retour alors qu'elle était dans mes bras et que je la regardais vraiment. Avant, je pensais que tous les pleurs étaient des pleurs de souffrance et j'étais prise de panique à entendre ces cris. Mais en discernant toutes les émotions, on comprend que les pleurs, ça peut être de la colère, de la frustration, de la déception. Donc il faut apprendre à faire cette distinction. Gordon Newfield dit que passer du mode travail au mode sommeil, c'est hyper difficile. Mais il faut penser aux adultes, vous savez, si on est nous-mêmes en mode travail intense et qu'on essaye ensuite de s'endormir, c'est juste impossible. On doit passer en mode jeu, quelque chose de léger, quelque chose de doux avant, quoi. Parce que le sommeil, même pour les adultes, ça relève de la séparation. On se sépare de notre propre conscience, on entre dans le subconscient et l'inconscient. On entre dans la matière de l'ombre, la meilleure thérapie gratuite sur la planète, c'est notre état de rêve et notre état de sommeil. Alors confronter ces sentiments naturels et permettre à nos enfants de gérer d'eux-mêmes et de s'endormir. Et bien sûr, je compatis avec les parents qui ont besoin d'aide et qui ressentent le jugement de tous ces différents partis, c'est-à-dire les partis bien arrêtés qui nous disent faut laisser l'enfant pleurer, ou bien de l'autre côté faites tout ce qu'il faut, n'importe quoi pour apaiser son enfant. Même sur les réseaux sociaux, partout. On peut ressentir tellement de honte rien que de lire ce genre de choses, ces opinions bien arrêtées que les gens ils ont. Et je pense que on peut même se sentir coupable des fois et serait bien de pas mettre d'étiquette sur les différentes manières d'élever ses enfants. Donc pour donner des exemples pour un peu plus tard, par exemple certains enfants, disons entre 2 et 3 ans, commencent à nous dire qu'ils ont des cauchemars et ils se retrouvent tout d'un coup de nouveau dans notre lit et on s'inquiète en fait pour leur manque de sommeil et du coup on accepte ça. Et puis il y a ce truc qu'on se dit leur cerveau est en plein développement, ils ont besoin de dormir. Et il faut pas paniquer, les enfants s'adaptent et en général, ils arrivent à dormir le nombre d'heures dont ils ont besoin. Leur rythme naturel prend le dessus. Surtout à cet âge, vers 3 ans, les enfants arrivent à gérer bien plus d'interruptions pendant la nuit que nous-mêmes. Donc faut arrêter de trop s'inquiéter. Et bien sûr, c'est encore mieux si on cale des siestes dans la journée pour permettre de dormir un nombre d'heures suffisant. Pour d'autres enfants, comme je le mentionne souvent dans d'autres épisodes, les transitions affectent aussi les petits. Mais il s'avère que comme pour tout, le plus grand bouleversement, l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, c'est vraiment ce qui bouleverse les enfants encore tout petits. Tout le monde le répète. Et c'est courant qu'ils commencent à rêver à ce moment-là, avec l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, de prédateurs. Ils vont rêver de requins, par exemple. C'est comme, oh waouh, il y a cette ombre qui évoque vos sentiments à propos d'un nouveau frère ou sœur, quoi. Et ça apparaît dans la phase de rêve. Les tout petits à cet âge, ils font face à tellement de choses. Ils sont donc confrontés à l'anxiété de séparation et à un cerveau qui commence à les surprendre aussi avec le langage, l'imaginaire, l'imagination et toutes ces belles qualités du cerveau créatif de l'enfant en bas âge. Et une grande partie de ça peut tomber directement dans l'anxiété de séparation. Et donc ce qui est suggéré, c'est d'aller directement à l'anxiété, directement au point difficile, de faire face à cette anxiété. Parce que tous les monstres qui se montrent dans les rêves nous appartiennent. Ils viennent de notre cerveau, ce sont nos monstres. Comment est-ce qu'on peut se lier d'amitié avec eux? Qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils veulent de l'amour, de l'attention, du respect? Est-ce qu'ils veulent être remarqués? Est-ce qu'ils veulent quelque chose juste? Alors si votre enfant a un monstre sous son lit ou quelque chose qui lui fait peur, vous pouvez lui demander « Ah je me demande si ce monstre il a faim. Je sais pas, je pense pas qu'il ait faim de petits enfants. » Et ensemble vous pouvez arriver à une autre conclusion. Ce monstre il veut juste un peu d'amour. Et donc votre enfant
vers, je sais pas, disons 3 ans, peut mettre quelque chose sous son lit pour montrer un peu de tendresse envers ce monstre. Et c'est une façon pour que ça devienne une partie de son monde de jeu. Faut utiliser surtout la leur, imagination et s'approprier cette angoisse et changer de perspective. Alors au lieu de « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais ? Je m'inquiète pour mon enfant et sa santé », c'est plutôt cette façon de travailler avec lui de manière créative qui aide à intégrer tout ça. C'est vraiment la pièce transformatrice. Voilà donc pour notre 20e épisode sur le sommeil. J'espère que ça vous sera utile et je vous remercie vraiment pour votre écoute. Bonnes vacances et à bientôt pour le prochain épisode. Le refuge des parents, c'est un podcast de parents curieux. Vous pouvez l'écouter sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à laisser des commentaires, à mettre des étoiles. Vous pouvez aussi me contacter sur info@lerefugedesparents.com. À bientôt pour le prochain épisode.